Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cette vidéo. Ça sera une vidéo un peu spéciale. Il y a trois choses au sommaire. Déjà, on va parler d'actualité, actualité très importante parce que voilà, ça c'est en rapport avec le match qu'on va jouer demain. Deux, on va parler brièvement du match Manchester City versus Manchester United versus City, le derby mancunien qui s'est soldé sur un score de 2-1. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que ça impacte directement le Barça en Europa League. Voilà, le Barça versus Manchester United. Et puis 3, on va terminer avec un petit coup de gueule pour notre communauté. Parce que cette communauté-là, franchement, j'arrive plus à comprendre ce que vous voulez. Donc si tu es prêt pour cette vidéo, édition spéciale, on peut dire comme ça, sans plus tarder, générique. Alors, tu sais que Memphis Depay veut quitter le club actuellement, il veut du temps de jeu. C'est très normal parce qu'on sait c'est un joueur de qualité, il faut respecter ça. C'est un joueur qui a apporté quand même une lumière au FC Barcelone dans les moments où on était dans l'obscurité totale. Voilà, l'Atlético Madrid a proposé un échange entre lui et puis Thomas Lemar. J'ai dit que moi je ne suis pas d'accord pour prendre Thomas Lemar. Bizarrement, on dirait que les mecs du Barça aussi, ils ont compris ce qu'on a pensé, ils ont compris ce qu'on a dit. Et ils ont dit à l'Atlético Madrid que bon, eux, ils veulent Carrasco. Donc, si vous voulez un échange, soit vous donnez de l'argent, on vous donne Memphis, soit vous donnez, comment il s'appelle, Carrasco. De l'autre côté, selon le journaliste Tony Juan Martí, l'Atlético a refusé ce deal-là. Ils veulent pas laisser Carrasco partir parce que Carrasco, c'est quand même une pièce maîtresse de l'Atlético. Si Carrasco venait au Barça, par contre, moi, j'aurais pris Carrasco parce qu'on sait c'est un joueur qui est très bon, qui élimine en 1v1. Là où il y a un problème, c'est que Carrasco joue à gauche, on a Dembélé qui joue à gauche. Rafinha ne brille pas trop à gauche. Donc, si Dembélé est à gauche, c'est pour permettre aussi à Rafinha de briller à droite. Donc, est-ce que Carrasco est en mesure de jouer à droite pour concurrencer, pour faire la rotation avec Rafinha? Déjà, il faut savoir si Carrasco est ouvert même à la rotation parce qu'il ne va pas être titulaire indiscutable dans ce Barça-là. Parce que Rafinha, quand même, il commence à faire de bons matchs. Il fait de bons matchs. Il ne fait pas des matchs extraordinaires, mais il fait de bons matchs. Alors, est-ce qu'il sera prêt à faire la rotation là-bas avec Rafinha? Et aussi, il y a des ailiers qui sont là. Il y a Ansu Fati, il y a Ferran. Ça allait faire beaucoup, voilà. Je ne vois pas un Carrasco venir s'asseoir sur le banc pour dire je vais venir et puis partager 20 minutes avec les jeunes du Barça. Non, je ne pense pas. Donc, pour moi, c'est un très bon joueur, mais je ne suis pas sûr qu'il fit en fait dans ce dont le Barça a besoin actuellement. Donc toi, dis-moi en commentaire ce que tu penses du deal Memphis-Carrasco. Mais je pense que même le deal a foiré. Deuxième information, on va parler de Araujo parce que selon le journaliste Ravi Miguel, Araujo devrait être le latéral droit contre le Real Madrid. Et la plupart d'entre vous m'ont dit en commentaire tout à l'heure lorsque j'ai sorti l'avant-match que Nietzsche, c'est préférable de mettre Araujo à droite pour contrer Vinicius. Et vous avez vraiment raison. Je suis d'accord avec vous sur ce truc-là. Parce que Vinicius est très rapide. Voilà, on sait, Koundé, la rapidité, surtout sur le côté, là, c'est pas son truc. Au milieu, ça pourrait passer. En fait, en défense centrale, ça peut passer pour plusieurs choses. Parce que, la distance entre lui et le gardien est plus courte lorsqu'il est en défense centrale. Donc, il n'a pas besoin de trop utiliser sa vitesse. Il utilise son placement, son anticipation, et puis ça va. Mais sur le côté, c'est plus dangereux. S'il croise Vinicius sur le côté, c'est pas bon. On a vu même que le petit Enrique l'avait fatigué, même sur un pied, la dernière fois, avec les dribbles puis la vitesse. Donc, Vinicius, non, franchement, ça allait être catastrophique. Donc, vous avez raison de me dire, voilà, ils vont attraper mes cols comme ça. Non, Nietzsche, Araujo à droite. Vous avez raison. Selon Ravi Miguel, Araujo devrait jouer à droite. Alors là, on va parler rapidement du match Manchester United versus Manchester City. D'abord, il faut dire que dans ce match-là, United a dominé complètement City. Bon, dominer complètement, c'est un peu trop dit parce qu'en deuxième mi-temps, City a vraiment bien joué. Ils ont commencé à ressortir. Ils ont forcé United dans leur camp. United était obligé de défendre à 5 devant le gardien comme ça. Ben, bon, je dis obligé, mais ça fait partie des stratégies de Ten Hag aussi pour ne pas prendre des buts. Mais couplé à cette stratégie de défendre en bloc bas, en ligne de 5 devant le gardien, ben, il sortait les ballons très rapidement. Il s'appuyait sur Rashford, la pointe de vitesse de Rashford, sur les passes de Bruno Fernandes qui a réussi plusieurs fois à trouver Rashford qui, je ne sais pas comment il s'arrangeait, mais il prenait de vitesse Walker de l'autre côté là-bas qui était sûrement en position de latéral inversé. Voilà, il se retrouvait souvent au milieu et Rodri se retrouvait en train de taper les sprints derrière Rashford là-bas. Mais quand toi-même tu vois le vieux père Rodri, quand toi-même tu vois le gabarit de Rodri, puis tu vois Rashford skinny, mince comme ça, tu penses que les deux peuvent courir ensemble? Non, ils ne peuvent pas courir ensemble. Donc Erik Ten Hag, super intelligent, un crâne de mastermind, bien de, comment on appelle, un méga mind. Ouais, il a réussi à exploiter les faiblesses de Manchester City. Donc il faut quand même saluer le travail de Erik Ten Hag à Manchester United, les gars. Petit point très important.
Depuis que les Mongols ont viré, depuis que les Mongols ont viré Ronaldo, vous savez qu'il y allait tirer sur lui. Depuis qu'ils ont viré Ronaldo, vous ne voyez pas que les gars se portent bien comme ça, ils se portent tellement bien. Et même aujourd'hui, en interview, et ça m'a fait rire franchement, en interview, Bruno Fernandes a dit qu'à la mi-temps, voici ce qu'il a dit aux joueurs. Il a dit aux joueurs que, les gars, on peut remporter ce match-là, on commence à ressembler à une équipe. Il y a quelques mois, on n'était pas vraiment une équipe, mais maintenant, on est une équipe, on ressemble à une équipe. Mais Bruno, comment tu peux dire ça quand Ronaldo vient de partir? Dis-moi, est-ce que tu essaies de parler de Ronaldo quand il était là et puis c'était la zizanie, des trucs comme ça? Je suis certain qu'il ne parlait pas vraiment de Ronaldo, mais il a un point. Voilà, c'est que United commence à jouer ensemble, il commence à être une équipe et il respire la confiance. Aujourd'hui, battre City chez eux à la maison, dans le résultat, on va parler du match, ne vous inquiétez pas, dans le résultat, battre City, prendre les 3 points chez eux à Old Trafford, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour eux dans ce tournant de la saison. Parce qu'ils ont un match qui vient contre le Barça. Et là maintenant, United joue le titre. United joue le titre. Alors maintenant, il faut voir que City eux-mêmes là, ils n'ont rien foutu dans ce match-là. Erling Haaland, attaquant, qui a coûté super cher, attaquant de point de ping-pong, on le sait petit, tu es un buteur, tu te places bien et tout. Mais Erling Haaland dans ce match-là, frérot, c'était inexistant. On ne l'a pas vu. Un peu comme notre Ferran Torres. Bon, Ferran Torres, lui, souvent, il joue contre nous, mais il fait les passes en retrait comme s'il voulait nous marquer là. Mais on ne l'a pas vu. Et j'ai l'impression, après ce match, à ce que j'ai compris, c'est que Erling Haaland, en dehors du box, du rectangle, Erling Haaland, on ne le voit pas. Il n'impacte pas le jeu. Et à Manchester City, tu as besoin d'un neuf qui touche le ballon, qui est bon avec le ballon. Et je n'ai pas compris pourquoi le petit Ryan Alvarez n'est pas entré, parce que lui il allait venir quand même décrocher, aider le milieu, parce qu'il fait partie du jeu lui. Erling Haaland aujourd'hui on l'a pas vu faire partie du jeu, pas du tout. Bon, il s'est fait bousculer une fois, il réclamait un penalty là-bas. Ils n'ont pas sifflé le penalty. L'arbitrage était quand même désastreux. On va parler de ça tout à l'heure. Mais avant de parler de ça, il faut quand même dire que voilà, City, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse en première mi-temps. Je ne les ai même pas reconnus. Tu sens que c'est comme si la mentalité n'était pas là. On dirait Paris Saint-Germain il y a 2 ans. C'est comme si la mentalité n'était pas là. Mais qu'est-ce qui se passe? Un tir cadré, ils n'ont pas pu faire ça en première mi-temps. Un tir cadré. Il y avait Varane et puis Shaw en défense. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour tirer? Bref, City, c'était mauvais aujourd'hui. Ils attaquaient beaucoup sur les côtés, mais c'est sur les mêmes côtés qu'ils se sont fait prendre plusieurs fois avec des courses de Rashford. Maintenant qu'on parle de courses de Rashford, on va maintenant parler du but qui était accordé. Franchement, un être humain qui a l'habitude de regarder le foot sait que ce but-là, c'est hors jeu. Je ne supporte pas City, je ne supporte pas Manchester United. Je suis en train de partir, de build-up un peu vers Manchester United versus Barcelone. Ce match, ça va leur donner confiance. Alors, tu peux me dire facilement, mais Nietzsche, si on enlève ce but-là, ça fait 1-1. Mais frérot, c'est le foot. Sans ce but-là, la psychologie du match est différente. Voilà, c'est possible que les mecs même n'aient pas la motivation d'aller chercher un but. Pourquoi je dis que ce but-là devrait être refusé? Parce que selon les règles, je vais essayer d'afficher les règles sur l'écran. Selon les règles de la FIFA, selon les règles de l'arbitrage, un joueur qui est considéré comme hors-jeu ne doit pas impacter directement le jeu. Il ne doit même pas impacter le jeu. C'est-à-dire que Rashford, par exemple, il est déjà en hors-jeu. Et Akanji, qui est le dernier défenseur, sait que Rashford est en hors-jeu. Donc Akanji fait la course, sachant que Rashford est en hors-jeu. Mais Rashford, lui, couvre le ballon sur peut-être 15 mètres comme ça. Pendant 4-5 secondes. Bon, 4-5 secondes, c'est beaucoup trop. Je pense que c'est 3 secondes. Mais ce qui est sur 15 mètres à 20 mètres, il couvre le ballon. Comme s'il allait tirer. Il regarde le ballon, tu sens que le mec veut tirer. Et moi qui suis Akanji, qui suis défenseur central, ben je sais que le mec il est déjà hors jeu, donc je fais juste ma course, voilà, au cas où le gardien s'attend à ce que Rashford tire. Mais tout d'un coup, Rashford qui finit de couvrir le ballon sur les 15 mètres et tout, il laisse le ballon, Bruno vient, il tire et puis il marque. Non, ça se fait pas parce que Rashford a joué le jeu, Rashford a fait la course. Un joueur qui est en hors jeu normalement, il fait même pas la course, il doit montrer à l'arbitre, il doit montrer à tout le monde, à l'adversaire et tout, que lui, il n'impacte pas le jeu parce qu'il est hors jeu. Tu es hors jeu, tu fais pas partie du jeu en fait. Donc pourquoi tu viens courir derrière le ballon? C'est ça en fait le truc, ça s'appelle hors jeu, tu dois même pas impacter le jeu, tu n'es pas sur le terrain en fait. Donc tu dois être transparent, on te voit pas, mais tu viens, tu cours avec le ballon. Donc dans cette instance là, tu as l'impression que Rashford, c'est lui qui fait une passe décisive en fait à Bruno Fernandes parce qu'il couvre le ballon pour Bruno Fernandes pour que Bruno Fernandes vienne marquer. Ça c'est une passe des frérots, donc il impacte le jeu. Pour moi, là, il n'y a rien à dire. Il y a hors-jeu. Donc voilà, je ne vais pas venir crier là-dessus. C'est même pas mon équipe, mais toi-même, mets-toi à la place. Si tu étais le Barça, quand on faisait ça, tu allais pleurer, frérot. Tu allais crier. Maintenant, ça, c'est l'erreur de City. Parce que s'ils avaient été beaucoup plus bons dans le match, ça n'allait rien leur faire. C'est ce qui nous arrive aussi au Barça. L'arbitre nous sabote, mais nous aussi, on se sabote. Donc aujourd'hui, je pense que City, voilà, ils ne peuvent que pleurer par rapport à eux-mêmes leur performance. Maintenant, vu que ça va donner la confiance à Manchester United pour venir au Barça pour essayer de nous faire du mal et tout. Ils sont très bons contre-attaque. Rashford qui respire la confiance, qui est très en forme actuellement. Luke Shaw, qui est le gros Roberto Carlos. Ceci étant, comme les mecs sont très confiants, vont venir au Barça confiants, il va falloir que le Barça trouve le moyen surtout de sortir le ballon. Parce qu'on a vu que
si, Manchester United peut jouer de deux façons. Attendre l'adversaire derrière là, et puis sortir en contre sur 2-3 touches de balle, pouf, on trouve Rashford. Ou deuxième moyen que Manchester United peut utiliser, c'est d'attaquer. En fait, c'est de sortir. On sait que le Barça, contre une équipe qui sait bien presser haut, on a du mal à ressortir le ballon. On a vu ça contre Intercity, on a vu ça contre Espanyol Barcelone, et je suis sûr qu'on va voir ça contre le Real Madrid. Donc, il faut vraiment trouver un moyen. J'espère que Xavi a suivi le match là pour trouver un moyen de nous faire taper Manchester United. En tout cas, moi, je ne veux pas dire que je suis confiant à 100%, mais j'ai confiance en mon équipe. Maintenant, je veux parler des fans du Barça. Parce que vous, là, je ne vous comprends pas. Les fans de notre équipe, là, j'ai l'impression que les gars ont commencé à supporter le Barça en 2015. Le Barça en forme de Lucho, le Barça en forme le Barça, même le Barça de Guardiola, j'ai l'impression que vous n'avez pas vu ce Barça-là. J'ai l'impression que les jeunes du Barça actuellement, là, ils ont connu Laporta quand il avait un gros ventre. Frérot, nous on a connu Laporta, il avait la forme de Cristiano Ronaldo, les abdos. Vous parlez de quoi? On a connu Laporta il y a longtemps. J'ai l'impression que vous, là, c'est maintenant vous connaissez le Barça. Mais vous êtes défaitistes. Ils voient Manchester United en forme. Oh, on va perdre, oh, on va perdre. Les gars ne se rappellent pas de ce qui s'est passé contre Napoli. Napoli, là, la même chose. Napoli était en forme. Les gars ont commencé à dire on va perdre, on va perdre. On est parti, on les a frappés chez eux 4-1. Alors tu vas me dire non, Nietzsche, c'est devenu différent. L'histoire est différente maintenant. Le Barça n'en est non. Mais il y a encore plus de qualité, les gars. Et vous êtes trop précipités à mettre Laporta dehors, Xavi dehors, des trucs comme ça. Le jeu, il est déjà là. Et on le sait, si tu es un vrai fan du Barça depuis 2003, tu ne peux pas que te satisfaire des victoires. Et puis dire on ne joue rien. La preuve en est qu'on gagnait avec Valverde, mais vous aviez faim. Il y avait les supporters, les vrais fans du Barça avaient encore faim de quelque chose. C'était quoi? C'était la qualité de jeu. Voilà, mais tu ne peux pas aussi avoir la qualité de jeu et ne pas gagner. Donc, en fait, si tu es un vrai fan du Barça, si tu es un vrai Azulgrana, normalement, tu veux les deux ensemble. La victoire et puis la façon de jouer. C'est ça, nous. C'est ça, le Barça. On ne se rabaisse pas, genre, on gagne juste 1-0 et puis on s'en fout de comment on a joué. Non, ça, c'est pas ça, le vrai fan du Barça. Le vrai fan du Barça, il veut les deux en même temps. Maintenant, actuellement, on a les opportunités, on a le jeu, mais on ne finit pas. Pourquoi vous êtes précipité à mettre tout à la poubelle, à balayer du revers de la main tout ce qui s'est passé, tout ce que Xavi fait de bien, tout ce que le Barça fait de bien, tout ce que Laporta fait de bien. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et si on retourne dans le passé, vous allez voir que quand Laporta arrive au Barça, le Barça, c'est un merdier. 2002-2003, le Barça est 6e de la Liga. Même Valencia est devant nous. Bon, Valencia était en forme en ce moment-là. Le Barça est 6e de la Liga, le Real est champion. Laporta arrive et puis qu'est-ce qu'il fait? Riquelme depuis Boca Juniors. Non, même Boca Juniors, ils ont quand même produit de bons joueurs. Ils nous envoient Juniors. Ils nous envoient Riquelme depuis Boca Juniors et puis Sorin, l'Argentin. Et en même temps, c'est l'année où on se sépare du grand Rivaldo pour l'Inter Milan. Il avait 31 ans, si je ne me trompe pas. Et puis de Sergi Barjuan, même match qui va à l'Atlético Madrid. Je fais un peu l'histoire parce que j'ai l'impression que vous, là, vous n'avez pas connu le Barça. Quand le Barça était dans la merde là-bas, on était 6e les mecs. Et après, qu'est-ce qui se passe? On voit que le Barça monte au classement. Le Barça devient 2e. Et cette année-là, c'était Valencia qui remportait la Liga. Valencia qui remportait la Liga. Mais pendant cette année-là, quel transfert on a eu? Les gars, on a eu Ronaldinho du Paris Saint-Germain. On a eu Quaresma. On a eu Valdés qui était monté. On a eu la montée, la fameuse montée. Depuis que j'ai acheté, c'est à cause de ça que j'ai acheté mon maillot doré là. La montée de Iniesta. Voilà, avec le numéro 24, on se rappelle, Xavi était le numéro 6 déjà. Et c'est là que le Barça a commencé à briller parce que la saison qui suit après, c'est là que le Barça est champion. C'est là que le Barça est champion. Ça a pris quoi? 2 ans et demi, presque 3 ans pour que Laporta redresse le Barça et puis remettre le Barça là où le Barça doit être, c'est-à-dire en première position. La communauté du Barça actuellement est trop défaitiste. J'ai l'impression que la communauté du Barça n'a jamais connu le Barça en difficulté. Et c'est peut-être la première fois que cette communauté-là voit un Barça en difficulté. Mais nous, on a vu le Barça en difficulté. Je vous dis de vous calmer. Voilà. Les mecs là, ils savent quoi faire. J'espère qu'ils vont être en mesure de redresser la barre. Parce que la chose qu'il faut faire actuellement, c'est de redresser l'économie du Barça avec les sorties, les ventes, des trucs comme ça. Et puis apporter des joueurs de renommée au Barça. On a vu que c'est ce que les gars avaient fait. Signer les joueurs libres actuellement. Et puis essayer d'être champion de la Liga, essayer de rapporter des titres. Et c'est pourquoi je pense que Xavi doit remporter le titre demain. Il faut que Xavi remporte ce titre-là parce que tout dollar actuellement est bienvenu. Tout euro qui va rentrer dans les caisses du Barça actuellement est la bienvenue. United vit bien actuellement, mais ils ont passé des moments difficiles là. Combien d'années sans titre? Ils ont passé des moments difficiles là. Et nous, on passe actuellement des moments difficiles. Ils vont venir chez nous. Soyons derrière notre équipe. Et puis j'espère que le Barça va trouver le moyen de battre cette équipe de United. Et puis voilà, pourquoi pas de remporter l'Euro, parce que c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Mais ne soyez pas comme certains fans sur Twitter qui espèrent que le Barça perde à cause de leurs petites personnes pour venir dire on avait raison, Xavi out, on avait raison, Laporta out. Non, ces gars-là ne sont pas des vrais fans du Barça. Donc j'espère que dans ma communauté, il n'y a pas des gens comme ça. Voilà.
La vidéo je pense que la vidéo sera longue, mais un petit coup de gueule pour certains fans, certains pseudo-fans du Barça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tu as quelque chose à dire par rapport à tout ce que j'ai dit là, mets-moi ça en commentaire. Et puis tu sais que j'ai l'habitude de lire les commentaires et puis de répondre. Et même Brighton, ils jouent au ballon. Ils vont taper Liverpool ici. Bref, on ne cessera jamais de le dire, les gars. Pesca, el Barça.